Alors, le sujet de cette communication avait été fait donc, à une précédente Saphir, et à une époque qui s'est un petit peu calmée, dans laquelle tous les laboratoires avaient un implant de dernière génération qui avait plus blanc que blanc et qui donnait des meilleurs résultats que d'autres. J'ai voulu avoir une attitude très détachée par rapport à ça et regarder simplement à travers l'évolution technologique des implants multifocaux à travers les époques. Qu'est-ce qui avait été à l'origine dans les R&D, qu'est-ce qui avait été dans les pipelines, quelle avait été les motivations qui avaient fait évoluer les implants. Alors donc, en fait, pour augmenter la profondeur de champ, on va analyser ça de façon un peu didactique au niveau technologique. Tout à l'heure, donc, on a entendu que c'était le nombre de steps qui était important. Il n'y a pas que le nombre de steps, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Et donc, il y a deux façons d'augmenter la profondeur de champ. Soit on est dans le multifocal, ce qui veut dire qu'on va répartir l'énergie lumineuse sur plusieurs focales, soit on va chercher à allonger une focale. Mais vous imaginez bien que plus on étale une focale sur une certaine distance et plus on perdra de précision. Donc on a obligatoirement de technologies, on peut faire des technologies comme on le veut, et on le sait très bien quand on fait de la réfractive. Si on prolatise par exemple à mort la cornée, on aura toujours une limite, donc on a un effet limité. De plus, il ne faut pas oublier qu'on est dans une utilisation pas comme dans la chirurgie réfractive, parce que dans la chirurgie réfractive, une personne veut récupérer par exemple la vision de près. Là, on est dans une autre pathologie qui est la pathologie de la cataracte. Donc la recherche du patient n'est pas du tout la même qu'en presbylastique. Alors, les premiers implants bifocaux diffractifs et réfractifs, d'ailleurs, fonctionnaient très bien. Ils étaient bien, mais à l'époque où ils avaient été créés, l'usage de l'ordinateur n'était pas aussi intense qu'aujourd'hui. C'est apparu, ce besoin est devenu vraiment évident dans les années 2015, qui étaient en fait les problèmes de la vision intermédiaire. Et les implants bifocaux avaient comme caractéristique d'avoir deux pics, en vision de loin et en vision de près. Et souvent, on avait des problèmes pour, quand les gens étaient à l'ordinateur, de devoir leur mettre par exemple un verre de moins 0,50, moins 0,75 pour qu'il puisse être bien à l'ordinateur. Donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y avait des phénomènes photiques qui n'étaient pas trop gênants, mais quand même qui existaient. Et ensuite, il y avait une perte d'énergie engendrée par la technologie qui était de l'ordre de 14 à 18%, ce qui limitait les possibilités de répartir sur une plus grande distance l'énergie lumineuse. Et c'est donc à partir de cet état de fait que les fabricants ont cherché des solutions avec leur centre de R&D en choisissant plusieurs axes. Alors tout d'abord, le premier axe était choisi par certains centres de R&D qui était celle d'avoir un implant tout-terrain qui permettait de voir de loin, de près et intermédiaire. Donc cela ne pouvait se faire que par l'amélioration des performances de l'implant. Le but était d'être complètement indépendant au verre correcteur. D'autres se sont dit on risque de perdre trop d'énergie en répartissant l'énergie sur trop de foyers. D'autre part, on a des effets photiques qu'on veut limiter, donc on va faire des implants avec une addition moins importante, et donc on a fait des multifocaux à faible addition. Alors, on arrivait à une vision de loin, vision intermédiaire, et parfois il fallait un appoint pour la vision de près. Et enfin, il y a le monofocal EDOF, dont nous a parlé entre autres Roberto Bellucci sur les EDOF. Et donc l'objectif de ces implants est clairement de devenir le concurrent du monofocal, et leur objectif c'est d'augmenter la profondeur de champ des implants monofocaux. Mais comme nous l'avons vu, les effets sont limités. Alors comment technologiquement a-t-on pu obtenir une multifocalité de toute distance, sachant que la lumière va se répartir sur plusieurs foyers? Donc, autrement dit, comment créer des foyers en vision intermédiaire sans léser la vision de loin et la vision de près? Donc, cela s'est fait. Alors, on n'a pas le temps de tout développer sur chaque chapitre, mais les chapitres principaux, c'était cela. L'amélioration du rendement des implants. À l'époque, le rendement était de l'ordre de 82%, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 18% d'énergie perdue. Donc, les R&D ont amélioré les optiques, et ça se calcule de façon informatique, grâce effectivement à l'intelligence artificielle, etc., à des algorithmes itératifs en particulier qui permettent, à partir par exemple, les algorithmes itératifs, à partir d'un objectif, les calculs de la machine, les calculs informatiques vont se faire de façon à obtenir les profils désirés pour obtenir le résultat choisi. Donc on est passé de 82 à 94%, par exemple, l'intensité dont a parlé tout à l'heure Michael Assouline,
arrive à peu près à 94%, qui en fait un des implants qui a au niveau du rendement énergétique un des meilleurs du marché. Alors d'autre part, on a réparti les ordres de diffraction de façon, on les a mieux contrôlés. Et par exemple, il faut savoir que sur la majorité des implants, sauf pour l'intensity, l'ordre 0, c'est-à-dire la partie de la lumière non déviée, est orientée sur la vision de loin, et les ordres 1 et les autres ordres sont orientés vers la vision de près et la vision intermédiaire. Sur l'intensity, l'ordre 0, c'est-à-dire non dévié, est orienté sur la vision intermédiaire, ce qui lui procure une vision intermédiaire extrêmement confortable. Et de part et d'autre de cette vision intermédiaire vont se répartir les ordres 1, 2, qui permettent d'obtenir vision de loin et vision de près. Et nous avons dans la partie inférieure les différents profils que nous obtenons donc sur les différents types d'implants. D'autre part, le nombre de focales. Le terme trifocal a été utilisé initialement pour l'implant physiol qui permettait de définir 3 foyers. Le terme trifocal est propre à cet implant. Maintenant, on peut dire plurifocal, on peut utiliser tout ce qu'on veut, mais par exemple, si un certain nombre d'implants ont 3 foyers, par exemple le Panoptix peut en avoir 3-4, le 3-4, quant à l'intensité d'Anita, il en a 5. Alors quel est l'intérêt de répartir sur des focales sur un plus grand nombre de focales? Ça évite justement ces phénomènes en bosse et ça permet de répartir, parce que l'objectif c'est d'obtenir des lignes de focales de plus en plus continues, et il est clair que si on met plusieurs piliers pour soutenir une ligne, eh bien on aura une continuité et une sorte, l'objectif c'est d'essayer d'avoir cette espèce de continuité dans les focales. Et d'autre part, l'acchromatisme sur les hydrophobes, parce qu'il faut savoir que on a dit au cours de cette réunion que certains préféraient l'hydrophile. Alors effectivement, l'hydrophile a moins de dispersion chromatique que les implants hydrophobes, ce qui en fait que ce sont des implants de meilleure qualité a priori pour les implants multifocaux. Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines technologies, par exemple sur le BVI, etc., avec Damien Gattinel, il a essayé de modifier le profil justement pour lutter contre l'achromatisme et améliorer ainsi le rendement des hydrophobes, car, encore une fois, les hydrophobes ont nettement plus de dispersion chromatique que les hydrophiles. Alors, ensuite, il y a les multifocaux à faible addition. Alors, le premier, c'était bien sûr le Symfony, qui a été à l'origine du EDOF. Alors, au départ, c'était un petit peu ridicule, parce que c'était un grand secret. Ils ont utilisé toute une terminologie extrêmement sophistiquée, une sémantique incroyable. Et donc, il était démontré, en fait, que par Damien Gattinel et d'autres, d'ailleurs, que cet implant, qui est un bon implant, d'ailleurs, mais est un implant qui est un diffractif à faible addition, environ plus 1,75. Quant au mot échelle, c'est la même chose que STEP, et achromatique, comme nous l'avons vu, c'est une technologie qui consistait à pallier la dispersion chromatique liée aux hydrophobes. Alors après, on a la Telara, on a le Buni MF actif que, je dois dire, j'utilise avec bonheur depuis quelques temps. Il a un intérêt très important que je soulignerai tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de surcoût, c'est-à-dire que c'est extrêmement important. On est dans le post-Covid, et actuellement, je ne sais pas, il se passe au niveau des demandes des patients, quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est que les gens commencent à discuter un petit peu plus les honoraires, le coût de l'opération, et donc quand on doit rajouter en plus les honoraires plus le coût de l'implant, eh bien c'est quand même sympa d'avoir un implant sur lequel on n'a pas de surcoût. Alors ensuite on a l'Antis Plus, MX Plus. Bon, je n'utilise pas personnellement les implants réfractifs, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Alors parmi les implants EDOF monofocaux, leurs objectifs, comme je vous l'ai dit, est de devenir de nouveaux monofocales. Donc on a toute cette série de noms sur les implants qui couvrent ce marché. Alors sur les EDOF monofocaux, donc pour définir le mot EDOF, c'était très compliqué l'arrivée de cette terminologie EDOF, ça a compliqué la vie beaucoup de monde, savoir ce que voulait dire EDOF. Alors il y a eu des normes NSI qui ont défini ce qu'était un EDOF monofocal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pic dans la courbe. L'objectif est relativement modeste, c'est d'obtenir une profondeur de champ de l'ordre de 0,50, d'avoir une acuité visuelle de loin maximum qui n'est pas trop diminuée par rapport au monofocal correspondant. Et donc
Et donc sur ces technologies, donc EDOF, pour répondre à cette norme ANSI, donc il y avait plusieurs technologies possibles. On décrypte un peu les possibilités. On peut jouer sur les aberrations sphériques, on peut jouer sur les aberrations chromatiques et on peut jouer sur le Pinhole Effect. Il existe un implant qui fonctionne de cette façon-là. Alors en général, on utilise surtout les aberrations sphériques qu'on interne de façon diverse, de façon à augmenter la profondeur de champ. Le système des aberrations chromatiques est peu utilisé, n'est pas utilisé aujourd'hui. Alors je vais décrypter avec vous comment fonctionne un IONS par exemple. Alors quand on regarde, ce sont les flyers du laboratoire, on peut voir qu'il y a sur la première vue là, on a ici augmentation un étalement de la focale. Ici on voit une légère augmentation de la profondeur de champ, une augmentation de profondeur de champ de l'ordre de 0,50. Et là quand on compare les deux courbes, on voit que la vision de loin maximum est très légèrement diminuée. En rouge on a le IONS par rapport au Thickness, et on voit que c'est très légèrement diminué, mais quand même là ici on est à moins 0,1 et là on est à 0,0 dixième, ça on prend quand même soin d'avoir une courbe qui reste à 10 dixièmes malgré tout et une légère profondeur de champ. Alors il faut savoir que les bases de conception de l'implant, entre autres, il y a d'autres éléments, mais suppose que l'aberration cornéenne moyenne est d'environ 0,2 microns. En fait, dans une étude très intéressante de quelqu'un, du Dr Coulet à Montpellier, il a montré que l'IONS, il a étudié ça en aberrométrie. Alors il faut savoir qu'on peut étudier les monofocaux en aberrométrie, mais on ne peut pas étudier en revanche les multifocaux parce que l'aberrométrie fonctionne mal pour évaluer les multifocaux, par exemple, diffractifs. Donc il a pu très bien faire cette étude. Il a vu que les aberrations sphériques négatives induites par l'IONS étaient de l'ordre de moins 1, plus ou moins 0,7, ce qui fait une profondeur de champ qui est de l'ordre, l'augmentation de profondeur de champ qui est de l'ordre de 1 dioptrie plus ou moins 0,50, ce qui fait que c'est peu, mais c'est normal parce que s'il y a un effet limité, parce qu'il y a toujours une balance entre ce qu'on peut obtenir en profondeur de champ et le risque de perte de la meilleure vision. Alors maintenant, il y a une étude italienne, il y a une équipe italienne qui a sorti cette très bonne publication qui est sortie sur le SCRS et qui a étudié en profilométrie les différentes formes d'implants pour savoir, parce que c'est un secret d'État, toujours les profils des implants. On a pu voir que effectivement le Symphony est un implant diffractif, que sur l'IONS en fait il y avait environ 1 micron d'élévation par rapport un implant au monofocal correspondant, et il y avait une étude assez intéressante sur le mini-well, puisque le mini-well, comme vous le savez, avait un objectif plus important qui était d'obtenir environ 2-3 dioptries de pseudo-accommodation. On voit en effet à peu près 10 microns d'élévation, ce qui explique pourquoi cet implant est plus ou moins abandonné, car il peut engendrer effectivement des effets délétères. On peut imaginer que quand on a un profil comme ça, il suffit d'avoir une pupille un peu décentrée ou un implant un peu décentré. On peut imaginer qu'il y a des limites. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Versace, c'est pas le couturier, mais il est installé en Australie. Et donc il a montré un autre élément quand même qu'il faut prendre en considération, c'est l'influence des aberrations sphériques, notamment préexistantes, sur le résultat des implants, notamment EDOF. Et là on voit par exemple sur la mini-well, et on peut voir qu'en fonction des aberrations sphériques présentes au départ, on a un spectre complètement différent. C'est extrêmement intéressant. Donc le message là-dessus, c'est qu'il serait peut-être intéressant d'évaluer les aberrations sphériques cornéennes avant de choisir l'implant. Alors, je voudrais terminer par ces éléments-là, qui est le coût, je tombe bien, je suis speed, le coût additionnel de l'implant. Je pense que c'est un élément très important quand même à considérer aujourd'hui, car les mutuelles remboursent moins les honoraires de chirurgien. Il y a un surcoût de l'implant qui augmente également les exigences du patient, parce que quand le patient paye, donc il en veut pour son argent. Ce qu'on doit de toute façon donner, on doit donner satisfaction, quel que soit le coût, mais quand même ça fait une pression supplémentaire. Donc on distingue, il y a deux types d'EDOF, il y a deux EDOF actuellement sur le marché qui n'ont pas de surcoût. Il y a le IONS, qui est un monofocal, et le diffractive Anita, qu'on peut mettre dès lors que le patient n'a pas d'astigmatisme en pré-op, qu'on peut mettre de façon quasiment systématique, qui fonctionne très bien, qui donne à peu près du 10 dixième par Ino 3, et avec des effets positifs très peu limités. Les autres, alors, ces prix sont tout à fait indicatifs, parce que c'est à partir du central, des centrales d'achat. Vous savez que les centrales d'achat qui négocient avec les fournisseurs des implants leur prix, et c'est par une centrale
centrale d'achat les prix, voyez. Et ça, c'est le prix total. Donc, par exemple, sur le physiol, il y a un surcoût d'environ 35 € pour le patient. Sur le Hyance et le Anita, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de supplément. Et pour l'alcool Livity, il y a un supplément qui serait, paraît-il, très important. Donc, finalement, les nouveaux implants, et je vais conclure par ça, finalement, les nouveaux profils peuvent tous donner 20/20e, mais de façon différente. Ça dépend des objectifs de R&D. Nous disposons aujourd'hui d'un choix étendu qui nous permet de donner satisfaction à tout type de patient. Et je crois que l'ophtalmologiste doit s'adapter aux besoins du patient s'il ne veut pas avoir à gérer l'insatisfaction. C'est ce que j'avais dit il y a 2 ans, et maintenant c'est ce qu'on retrouve bien sûr dans toutes les publications, puisque tous les implants ne fonctionnent pas de la même façon. Il y en a qui vont donner plutôt une meilleure vision de loin, d'autres une meilleure vision de près, d'autres une vision intermédiaire. Donc savoir quel est le profil du patient en pré-op me paraît très important. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre pour ce beau tour d'horizon. On va enchaîner et on reviendra un petit peu tout à l'heure sur les questions des docs puisqu'on est en retard. Et puis Christophe va nous faire partager son expérience sur